Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour Gaëtan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Texier. Bonjour. Bonjour Gaëtan, bonjour Olivia. Vous êtes le directeur général de Rexel, qui est le numéro 2 mondial de la distribution électrique. Alors, Rexel, les gens ne connaissent pas forcément bien, parce que vous vous adressez essentiellement, enfin uniquement même, à des professionnels, des électriciens, des installateurs, des groupes industriels. Et vous leur proposez, alors quand on dit distribution électrique, vous ne leur apportez pas l'électricité, mais comme EDF, mais des produits et des services autour de l'électrification. Ça peut être des climatiseurs, des tableaux électriques, mais vous proposez aussi des services comme de la gestion de cybersécurité. Vous n'êtes pas très connu, mais vous êtes un très grand groupe, puisque Rexel, c'est 20 milliards de chiffre d'affaires à peu près, c'est 27 000 collaborateurs et c'est une présence dans 17 pays. Alors effectivement, on va aborder les tendances de fond qui sont les vôtres, comme l'électrification de nos usages au quotidien, de nos commerces, de nos maisons, de nos voitures. En quoi ça porte vos métiers et surtout quelles sont les innovations à attendre pour les prochaines années. On va évoquer aussi l'essor des data centers dans le monde parce que ça fait saliver beaucoup d'entreprises dans la filière électrique. On parlera de concentration aussi puisqu'on voit que ce soit chez les distributeurs ou chez les fournisseurs, beaucoup de mouvements de fusion-acquisition. Et on parlera des tensions internationales, notamment aux États-Unis. C'est un très gros marché pour vous, donc vous nous donnerez votre œil avisé sur ce sujet. Mais d'abord, on va évoquer le climat économique, puisqu'on voit que la France est entrée dans une crise politique inédite. Est-ce que c'est un frein à vos activités? Est-ce que vous sentez vos clients et les Français inquiets? Alors oui, évidemment, c'est un frein à notre activité parce que quand on veut investir, il faut de la confiance dans l'avenir et cette confiance, elle a un petit peu disparu depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, j'allais dire, moi, mon sentiment, c'est le sentiment de morosité, c'est un sentiment de frustration aussi, parce que c'est du temps perdu. L'économie avance, le monde avance, et puis... Et vous continuez à avancer ou vous avez mis sur pause vos projets? Non, nos projets ne sont pas sur pause, bien sûr, mais les projets de nos clients sont un petit peu sur pause. Et c'est vrai qu'en France, on a eu des résultats corrects au cours des 2 dernières années, mais ils auraient pu être bien meilleurs, et c'est ça qui nous frustre. Ils auraient pu être bien meilleurs parce que finalement, on a beaucoup d'atouts à faire valoir dans ce domaine-là. Et on a eu une croissance extrêmement faible en France, malgré le fait qu'on gagne de la part de marché. Donc le sentiment de nos clients, c'est ce sentiment d'attente, d'avoir un peu plus de visibilité. Vous savez, nos clients, c'est des entreprises qui investissent dans des nouvelles lignes de production, c'est des particuliers qui investissent dans la rénovation de leur maison, dans le remplacement de leur chaudière par une pompe à chaleur. Et pour faire ça, c'est quand même des gros investissements. Il faut avoir de la visibilité, il faut savoir où on va en termes fiscaux, en termes d'aide aux entreprises, en termes d'environnement réglementaire. Alors justement, vous parlez de visibilité fiscale, il y a dans l'idée du gouvernement et du budget, l'idée de faire payer les riches et les entreprises, c'est-à-dire que chacun participe au redressement du pays. Est-ce que ça, par exemple, c'est une idée que vous admettez? Et est-ce que vous êtes inquiet que ça aille un peu trop loin? On parle par exemple d'une reconduction de la supertaxe sur l'impôt sur les sociétés, dont vous êtes peut-être, qui vous affecte sûrement. Qui nous affecte bien sûr, qu'on paye cette année bien sûr. Combien l'année dernière? On a payé, notre taux d'impôt a augmenté de 5%, notre taux d'impôt mondial a augmenté de 5% à travers cette supertaxe qu'on paye en France, qui représente 20% de nos activités. Donc c'est quand même très substantiel. Moi, si vous voulez là-dessus, quand je regarde les comparaisons internationales, parce qu'on vit dans un monde ouvert, quand je regarde les comparaisons internationales, les entreprises contribuent beaucoup en France par rapport à d'autres pays du monde. Donc là-dessus, je crois qu'il faut faire attention. Et puis le deuxième point, c'est que quand on parle de fiscalité, il faut bien avoir en tête que la fiscalité, ça a des conséquences. La fiscalité, ça a des conséquences en termes d'investissement, justement, en termes de capacité à investir, en termes parfois de délocalisation. Et donc, ce qu'on oublie parfois de dire, c'est que l'arme fiscale, elle n'est pas en vase clos et elle scie un petit peu la branche sur laquelle elle est assise, qui est la croissance et l'assiette fiscale. Et puis le dernier point, c'est que quand on parle de fiscalité pour équilibrer le budget, on ne parle pas de l'essentiel qui est de finalement réduire les dépenses de l'État. Vous savez, moi je fais des budgets dans mon entreprise et si j'allais à mon conseil d'administration en disant l'année prochaine, la façon dont on a fait nos objectifs, c'est en augmentant les prix à nos clients et en espérant qu'ils restent avec nous. Et puis ça nous permettra, si ça marche, d'éviter de faire le travail en matière de réduction de coûts. Je ne durerai pas très longtemps. Et c'est un petit peu
un petit peu la façon dont le débat se déroule. Donc, je crois qu'à la fin, il ne faut pas donner de leçons, le débat politique est compliqué, il faudra trouver un équilibre, chacun devra faire des efforts, on en est bien tous convaincus. Mais il faut faire très attention à l'endroit où on met le curseur et à ne pas tuer la croissance qui, après tout, est aussi la clé du rétablissement du budget. On entend de plus en plus les chefs d'entreprise s'impliquer dans le débat public. On voit que certains rentrent au gouvernement aussi maintenant. Est-ce que vous pensez que les chefs d'entreprise doivent s'impliquer plus et faire plus de pédagogie sur les enjeux économiques au quotidien et sur l'impact de la fiscalité ? Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'imbrication entre le politique et l'économique est beaucoup plus forte finalement. On a vécu 2 décennies de pur libre-échange dans lequel la politique était dans son couloir de nage, l'économique était dans son couloir de nage, et finalement tout ça interagissait un petit peu, mais pas énormément. Aujourd'hui, on le voit, des décisions géopolitiques, des décisions de droits de douane, des décisions de fiscalité ont beaucoup plus d'importance dans la vie économique. Et donc, je trouve ça normal que les chefs d'entreprise interviennent davantage dans le débat public. Il faut le faire en sachant, en connaissant un petit peu les sujets sur lesquels on contribue et en évitant d'être donneur de leçons. Moi, vous savez, j'ai passé les 10 premières années de ma vie dans l'administration et dans les cabinets ministériels. Je vois bien que la vie politique, c'est un métier compliqué, dans lequel les contraintes sont différentes. Et donc, il faut aider à ce débat démocratique sans être donneur de leçons et en contribuant là où on a de la valeur ajoutée. Il faut faire de la pédagogie, parce qu'on dit souvent qu'en France, il n'y a pas assez de culture économique sur ce qu'apportent les entreprises, ce qu'apporte l'investissement, les choses comme ça. Vous pensez qu'il y a un défaut de pédagogie peut-être? Oui, je crois qu'il faut faire connaître davantage ce qu'apporte l'entreprise et puis il faut surtout expliquer qu'il n'y a pas de solution magique à tous ces sujets-là. Il n'y a pas de fiscalité qui n'ait pas de conséquences, il n'y a pas d'aide qui n'ait pas de conséquences et donc ça c'est important de le rappeler. Alors justement, vous allez nous expliquer ce que fait votre entreprise et ce que fait Rexel puisqu'on va détailler un petit peu votre stratégie. On voit que, alors vous dites c'est compliqué, mais votre entreprise résiste plutôt bien, vos résultats sont plutôt bons, vous faites beaucoup d'acquisitions. Pourtant, on voit que le bâtiment va mal ou a du mal à redémarrer. Comment vous expliquez cette résilience? Est-ce que vous êtes insensible en fait à l'environnement? Alors d'abord, non, on est sensible à l'environnement et quand le cycle de la construction descend, les temps sont un petit peu plus difficiles et c'est le cas en ce moment. Les temps sont un petit peu plus difficiles. Mais on a une grande chance, qu'on partage d'ailleurs avec l'ensemble de notre écosystème, c'est sur être un domaine, l'électrification, l'électricité, qui est traversée par tout un tas de grandes tendances. En fait, tout ce qui est moderne, toutes les grandes tendances dont on parle aujourd'hui, que ce soit la transition énergétique, ça veut dire aller d'énergie fossile vers de l'électricité décarbonée, donc on y participe. Que ce soit l'intelligence artificielle, quand on fait des data centers, évidemment, ça consomme de l'énergie. Quand on fait de la 5G qui passe dans nos téléphones pour alimenter l'intelligence artificielle, c'est des tours télécoms auxquels on contribue. Qu'on parle de réindustrialisation, quand on parle de réindustrialisation, ça veut dire aussi de l'automatisation des lignes de production pour être compétitif au plan mondial. Et tout ça, ce sont des tendances auxquelles on participe. La pénétration de l'électricité, l'électrification du monde. Même les crypto-monnaies, même les bitcoins utilisent de l'électricité. Donc finalement, on a la chance d'être à la confluence de toutes ces tendances d'accélération. C'est comme ça que vous comptez faire 5 à 8% de croissance sur le long terme? Alors oui, il y a cette participation-là. Il y a aussi les acquisitions, parce que vous avez raison, on continue à être assez offensif sur le plan des acquisitions, notamment aux États-Unis, qui est un endroit sur lequel on a fait une quinzaine d'acquisitions au cours des dernières années. On va continuer à en faire. Donc vous n'êtes pas à l'arrêt, c'est ce qu'on disait? On n'est pas à l'arrêt du tout. On n'est pas à l'arrêt du tout et nos résultats le montrent. Mais alors, vous parlez de l'électrification des usages, de l'économie qui utilise de plus en plus d'électricité. Alors, on nous avait dit que la demande allait exploser avec les voitures. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas quand même tout à fait le cas. D'ailleurs, je crois que vous avez fait une étude récemment qui démontre... Oui, absolument. Et alors, quels sont les freins à cette électrification? Alors, vous avez raison, et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Quand on parle de transition énergétique, on parle très souvent de la production d'énergie, des énergies renouvelables. Mais il y a une autre facette qui est que cette énergie verte, il faut la consommer. Et il faut la consommer en développant ces usages de l'électricité. Ça peut être le chauffage des bâtiments avec des pompes à chaleur, ça peut être le transport électrique avec les véhicules électriques, et puis plein d'autres usages industriels. Le photovoltaïque aussi? Alors le photovoltaïque, c'est plutôt sur la génération. Mais il faut donc développer les usages. Il faut qu'on consomme plus d'électricité. Ça fait partie de la solution.
Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que paradoxalement, la production d'électricité verte progresse, mais que la consommation, les usages de l'électricité progressent un petit peu moins vite que ce qu'on aurait voulu. Alors pourquoi? C'est étonnant. Oui. Alors pourquoi? C'est une question qu'effectivement on a posée aux Français, aux collectivités locales pour comprendre ça. Alors le premier enseignement, et il est très positif, c'est que les Français sont très favorables à l'électrification. 3/4 des Français sont favorables à ça. Le deuxième enseignement, c'est qu'ils sont favorables, mais ils ne sont pas prêts à mettre la main à la poche. C'est un investissement qui est important et ils ont besoin d'être incités à aller vers cet Mais est-ce que investissement. ce n'est pas justement un secteur trop dépendant des aides publiques qui varient au rythme des budgets? Est-ce que ce n'est pas ça qui freine justement Alors, ce qui est intéressant, c'est que les technologies de l'électrification, elles ont beaucoup progressé au cours des 20 dernières années. Et il y a 20 ans, des technologies comme les panneaux solaires, les pompes à chaleur, les véhicules électriques n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, elles le sont, quasiment. Par contre, ce qui est un frein, c'est la quantité d'investissement à mettre au départ. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut un peu d'aide publique. Et donc, MaPrimeRénov', par exemple, était un bon outil pour le faire. Mais là, on en arrive au deuxième frein important, qui est l'absence de visibilité. L'absence de visibilité, vous savez, MaPrimeRénov' a changé, je crois, au cours des dernières années, 5-6 fois. Alors, on ne sait toujours pas où on va. Au point que même les spécialistes ne le comprennent pas. On rejoint le problème budgétaire du début de notre discussion. Alors, il y a un problème budgétaire, mais il y a un problème aussi de stabilité et de direction dans laquelle on va. Finalement, ce n'est pas tant une question de montant absolu de dépenses qu'on fait dans ce domaine-là, que de donner une direction et de donner de la stabilité. Plus bouger une fois qu'on a décidé quelque chose. Exactement, parce que vous savez, moi, je passe mon temps avec Rexel, avec les équipes Rexel, à convaincre les artisans électriciens d'aller vous voir, vous le consommateur, pour vous convaincre. Et nos artisans électriciens, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, il faut les convaincre d'aller vendre quelque chose de nouveau. Parce que ce n'est pas des commerciaux. Non, exactement. Et si les règles du jeu changent tous les 3 mois, les artisans au début vont être enthousiastes et puis ensuite vont me dire mais attends, quel est l'intérêt pour moi d'aller vendre quelque chose dont le paramètre aura changé au moment où j'irai sur le marché. Et donc je crois qu'on manque véritablement de visibilité. Et pour nous c'est important de pouvoir former ces milliers, ces dizaines de milliers d'artisans à pousser ces technologies sur le marché. Alors, dans la transformation que vous avez impulsée chez Rexel, il y avait cette idée de ne plus être simplement distributeur, parce que les marges sont faibles et que dans un contexte où les volumes peuvent baisser, c'est compliqué, mais vous voulez aussi développer les services. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel type de services vous poussez aujourd'hui ou vous offrez à vos clients professionnels? Oui, tout à fait. Alors vous savez, quand on parle de la transformation de Rexel au cours des dernières années, on dit en général qu'il y a une transformation des marchés, donc les tendances d'accélération dont on a parlé, une tendance d'aller davantage vers le digital et l'intelligence artificielle, et puis une troisième tendance, effectivement, qui est d'apporter davantage de valeur ajoutée à nos clients. Parce que nos clients, ils le demandent. Alors qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent d'abord qu'on leur fasse gagner du temps. Ça veut dire de la logistique juste à temps, alors livrée jour plus 1, ça c'est notre standard, mais aussi livrée parfois en 2 heures, sur site, exactement au moment où ils en ont besoin. Ça veut dire qu'on fasse pour eux du préassemblage d'éléments électriques. Ça peut vouloir dire aussi... Il n'y ait plus qu'à l'installer directement. Leur faire gagner du temps. Il y a un troisième point. On parle des industriels, là. On parle des industriels, mais on parle aussi des électriciens. Absolument. Monter des tableaux, par exemple, pré-monter des tableaux. Et puis, il y a un troisième domaine qui est l'expertise. On peut designer une installation solaire pour une habitation pour le compte de nos clients. On peut aller, comme vous le disiez, faire des audits de cybersécurité dans des usines, de cybersécurité des objets industriels, pour aider nos clients et leur apporter de l'expertise. On peut même aller dans un bâtiment tertiaire, faire un audit énergétique et donner un plan de rénovation des appareils électriques pour faire en sorte qu'on économise de l'énergie. En fait, on est bien plus qu'un distributeur et la raison pour laquelle on le fait, c'est parce que c'est important pour nous d'apporter de la valeur à nos clients et puis parce qu'accessoirement, si on veut faire progresser notre rentabilité, il n'y a pas de secret. C'est des meilleures marges. La rentabilité, on l'obtiendra en apportant davantage de valeur à nos clients. Alors un des secteurs qui fait saliver un peu toutes les entreprises qui sont présentes dans l'électrification, Olivier en parlait tout à l'heure, c'est les data centers. Alors, c'est vrai que ça fait un peu fantasmer tout le monde, parce qu'on nous annonce l'installation d'usines gigantesques autour de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on surestime pas? Est-ce que c'est vraiment le nouvel Eldorado ou est-ce qu'on surestime un peu
ce phénomène? Alors, vous savez, nous, on est impliqués dans ce domaine des data centers. Vous êtes déjà On est impliqués. Notamment aux États-Unis. Absolument. Aux États-Unis, il y a Alors, qu'est-ce que vous faites environ 5% de notre activité qui est dédiée justement à ces grands projets de data center, puisqu'un data center, c'est bien sûr de l'informatique, mais c'est aussi énormément d'électricité. C'est un très gros consommateur d'électricité, donc ça veut dire des transformateurs, ça veut dire tout un ensemble de câblages, des kilomètres de câbles, et donc on est très impliqué là-dedans. Et quand on regarde les carnets de commandes qu'on a aujourd'hui sur les prochaines années, et c'est pas simplement sur les prochains mois, c'est sur les prochaines années, parce qu'un projet de data center, ça met 5 ou 6 ans à sortir de terre, on se dit que pour les prochaines années en tout cas, ce marché va être un marché extrêmement porteur. Vous ne pensez pas qu'il y aura des contestations autour de ces data centers, parce que c'est pas très écologique quand on est dans une période où les questions de transition, d'écologie comptent beaucoup. Un data center, c'est comme une énorme machine qui produit beaucoup de chaleur, qui utilise beaucoup d'eau, qui utilise beaucoup d'électricité, mais ça dépend beaucoup aussi de savoir si l'électricité est décarbonée ou pas. Et donc, dans ce domaine-là, l'électricité, tant qu'elle est décarbonée, c'est finalement quelque chose d'assez écologique. Alors, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup évoquer dans l'esprit d'entreprise, c'est le futur et les domaines d'innovation les plus prometteurs. Vous observez, vous, tout ce qu'il y a de nouveau dans la maison connectée, dans les villes intelligentes. Quelles sont les innovations et les domaines d'innovation les plus prometteurs, selon vous, dans les prochaines années? Alors, ce qui est intéressant dans notre domaine, c'est que de l'innovation, il y en a tous les ans et il y en a des milliers. Là, en ce moment, on organise Rexel Expo à Paris, dans lequel on fait venir tous nos fournisseurs qui présentent leurs dernières innovations. Donc, c'est le bon moment pour poser cette question. Si j'essaye de regarder les grandes tendances, d'abord, moi, j'en vois une dans le domaine de l'industrie, des usines. Aujourd'hui, l'automatisation des lignes industrielles, la robotisation est quelque chose qui devient beaucoup plus à portée des petites entreprises. C'était l'apanage des très grandes lignes de production. La réalité, c'est que les technologies, l'intelligence artificielle notamment, permet aujourd'hui de mettre ça à portée de beaucoup plus petites entreprises qui sont typiquement les clients de Rexel. Donc ça, c'est une première tendance pour moi. Une deuxième tendance, je trouve, c'est qu'il y a une possibilité qu'on entrevoit aujourd'hui d'avoir des systèmes un peu plus autonomes, des bâtiments un peu plus autonomes dans lesquels vous auriez de la production d'énergie par panneaux photovoltaïques, stockés en batterie, des chargeurs de véhicules électriques et de la pompe à chaleur, et donc une certaine autonomie du bâtiment. Le stockage d'électricité, ça peut être intéressant au niveau local, oui, tout à fait. Ça peut être très intéressant. Oui, mais la technologie des batteries a beaucoup progressé, et donc il y a des choses qui sont maintenant à portée de main. Et alors chez les particuliers, les particuliers, ce serait possible. Ce serait par exemple des bornes électriques pour recharger sa voiture. Vous pourriez très bien imaginer d'avoir des panneaux solaires qui produisent à peu près la consommation de votre chauffage électrique et qui vous permettent de charger votre véhicule électrique, oui, tout à fait. En faisant le moins appel possible au réseau. Et puis le dernier point que moi je trouve intéressant, mais c'est un point qui existe depuis une dizaine d'années, qui est la domotique de manière générale, l'automatisation des maisons. Le logement intelligent. La maison intelligente. Et ce qui me frustre un petit peu aussi, c'est que des technologies existent dans ce domaine-là, des technologies tout à fait mûres, tout à fait prometteuses et tout à fait économiques aussi, qui peuvent vous faire économiser de la consommation électrique et vous rajouter du confort, bien sûr. Et que pour autant, elles sont finalement peu connues et peu proposées par les électriciens. Donc moi, si j'ai un conseil, c'est pas réservé aux geeks, la domotique, donc posez la question à votre électricien. Tout à l'heure, vous parliez de l'écosystème du secteur électrique, où il y a beaucoup de champions français. Il y a Sonepar, il y a Legrand, Schneider, beaucoup d'entreprises, et c'est un secteur très porteur et dans lequel on se dit qu'il pourrait y avoir de la concentration. Je crois que vous-même, vous avez été approché il y a peu de temps par une société américaine, Rexel, qui se proposait de racheter Rexel. Il y a peu de temps également, le groupe ABB s'est proposé de racheter Legrand. Est-ce qu'à votre avis, on est à la veille d'une phase de concentration dans votre secteur? Alors, d'abord, moi, effectivement, il y a de l'activité dans notre secteur, il y a de l'actualité. Et je crois que ça rappelle un petit peu ce que vous soulignez, parce que je crois qu'on ne le dit pas assez, mais la France a la chance d'avoir des grands champions du matériel électrique, de la distribution de matériel électrique, de l'installation de matériel électrique,
des champions mondiaux. Et on ne le dit pas assez. Schneider, Legrand dans le domaine du matériel, ce n'est pas Rexel, les numéros 1 et numéro 2 mondiaux en matière de distribution, et des installateurs comme Vinci, Equans, SPIE, qui sont aussi des grands leaders mondiaux. Et donc, je crois d'abord que ces opérations, ça montre qu'il y a de l'appétit pour les champions français. La deuxième chose, c'est que ça montre que c'est un métier en croissance, c'est ce dont on parlait, ces tendances d'électrification, elles aiguisent là aussi de l'intérêt et de l'appétit. Après, est-ce qu'il y a de la concentration à venir? On a déjà des très grands acteurs. Donc je ne sais pas si on verra beaucoup de concentration entre ces très grands acteurs, mais il y a des marchés, par exemple le marché de la distribution aux États-Unis, qui sont encore peu concentrés, dans lequel nous, on continuera, par exemple, à être un acteur de consolidation. En fait, une transition parfaite, puisque justement, on voulait évoquer aussi l'environnement international et les États-Unis, puisque vous êtes très présent là-bas. Je crois que c'est près de la moitié de votre activité qui est réalisée outre-Atlantique. Comment vous êtes exposé aux taxes Trump, qui ont beaucoup agité l'industrie et les relations transatlantiques ces derniers mois, et comment vous gérez cette situation au quotidien? C'est vrai, notre premier pays, c'est les États-Unis, notre troisième pays, c'est le Canada, le deuxième étant la France. Et en Amérique du Nord, on fait un peu plus de 45% de notre chiffre d'affaires, et puis à un moment donné, on dépassera sans doute les 50%. Donc oui, c'est notre premier marché, c'est un marché stratégique. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que dans chaque pays, on est local. On est local pour local, c'est-à-dire qu'aux États-Unis... Vous produisez pour les États-Unis? Alors, on achète à des fournisseurs des produits qui sont produits en général soit aux États-Unis, soit au Canada, soit au Mexique, mais donc sur la plaque continentale. C'est lié au fait que finalement les normes électriques, vous le voyez très bien quand vous voyagez à l'étranger, vous avez besoin d'un adaptateur, les normes électriques sont différentes d'un pays à l'autre, les usages, les clients et donc les fournisseurs. Et donc ça veut dire que aux États-Unis, on a des fournisseurs locaux, un management local, et on est une entreprise américaine. Et donc les droits de douane, ça renchérit peut-être chez nos fournisseurs l'achat de composants qu'eux-mêmes doivent utiliser, mais ça n'a pas d'impact direct pour nous. On n'importe pas d'un continent à l'autre. Alors, donc la baisse du dollar n'est pas non plus quelque chose de compliqué à gérer pour vous? Non, pas particulièrement. Ce que la baisse du dollar a pour conséquence pour nous, c'est que nos résultats aux États-Unis sont un petit peu moins élevés quand on les transforme en euros, bien sûr, qu'à contrario, les acquisitions qu'on peut faire aux États-Unis sont un petit peu moins chères en euros, mais au total, en termes de dynamique d'investissement, en termes de dynamique commerciale, ça ne change pas grand-chose. Alors, puisqu'on parle du commerce mondial, beaucoup de vos confrères chefs d'entreprise s'inquiètent de l'appétit d'ogre des Chinois et ils nous mettent en garde contre une invasion de produits, surtout s'ils n'arrivent plus à les écouler aux États-Unis, et disent que finalement, il n'y a pas un seul secteur qui va échapper à cette déferlante. Alors, est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est ce que vous constatez dans l'écosystème d'électrique? Non, pas réellement. Je pense qu'il y a une particularité dans le domaine de l'électricité, c'est que c'est un domaine qui touche beaucoup à la sécurité des biens et des personnes. Et ce qui veut dire qu'on est dans un domaine dans lequel nos clients finalement installateurs sont très conservateurs. Et ils n'ont pas envie d'utiliser un disjoncteur chinois dans lequel on prendrait le moindre risque pour quelques centimes d'euros économisés. Et donc, dans notre domaine, en tout cas pour les produits les plus critiques, on n'a pas vu de concurrence chinoise exacerbée. Et puis, il faut bien comprendre aussi que les normes électriques, encore une fois, sont différentes d'un pays à l'autre. Et donc, ça rend les choses un peu plus compliquées en termes d'importation à grande distance de produits chinois. Cela étant, il y a des exceptions. Et évidemment, ça doit être des leçons pour nous en termes de politique économique. Par exemple, aujourd'hui, en Europe, les panneaux solaires que l'on vend sont exclusivement des panneaux chinois. S'il y a 15 ans, on avait décidé au niveau européen d'interdire l'importation des produits chinois, peut-être que la réalité aurait été très différente. Et donc, voilà. L'Europe protège suffisamment ses entreprises ? Alors dans notre domaine, encore une fois, il n'y a pas de sujet critique et majeur, mais de manière générale, je crois que c'est vrai qu'on a changé de paradigme en termes de commerce international et qu'il faut que la doctrine qui était très libre-échangiste des services de l'Union européenne change un petit peu pour s'adapter à cette nouvelle réalité. On aurait pu être un peu naïf. Oui, peut-être un petit peu. Pour terminer cette émission, Guillaume Texier, on va parler un petit peu de vous et de la façon dont vous dirigez Rexel. Vous avez fait beaucoup d'acquisitions, on le disait, près d'une vingtaine depuis que vous êtes là. Comment vous travaillez à maintenir une culture d'entreprise solide quand on grossit comme ça un peu dans tous les marchés ?
Alors, je crois que d'abord la première chose, je vous l'ai dit, on est un métier assez local. Et donc, la façon de manager une entreprise comme Rexel, c'est de trouver toujours l'équilibre entre être le plus local possible. Et donc, quand on achète une entreprise, pour vous donner un exemple, on lui laisse ses caractéristiques, sa culture, ses personnes pendant un certain temps. Pour être certain que ce côté local, qui est la raison pour laquelle les clients viennent chez nous, soit conservé. Donc il faut garder ce côté local. Donc par nature, on est une entreprise assez décentralisée, tout en poussant un certain nombre de technologies, le digital, l'intelligence artificielle, un certain nombre de services qui sont communs à plusieurs pays, à un niveau central. Et donc, tout l'art du management dans une entreprise comme la nôtre, c'est de trouver ce bon équilibre entre ce qui est du ressort véritablement du terrain, du local, du fait que quand vous allez dans un Rexel aux États-Unis, vous avez l'impression de parler à une PME, et puis en même temps d'avoir la force d'un grand groupe et d'apporter toute la valeur ajoutée d'un grand groupe. Alors les dirigeants sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux. Vous, par exemple, est-ce que vous utilisez ce canal de communication? Alors, j'utilise beaucoup pour m'informer, parce que je trouve que c'est un des rôles importants d'un dirigeant, c'est d'être ouvert sur le monde. Donc, je l'utilise énormément pour m'informer sur ce qui se passe dans tous les domaines, et pas forcément ceux uniquement qui touchent mon entreprise. Sur la communication, je suis mesuré, et je ne le fais qu'à bon escient. Un dernier mot rapidement, Guillaume Texier, sur votre parcours. Vous avez passé près de 20 ans chez Saint-Gobain, vous êtes chez Rexel maintenant, vous avez été aux plus hautes responsabilités de grands groupes de l'industrie. Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Ah bah, si j'avais 20 ans, je referais la même chose. Je pense que c'était des choix. Une passion autre? Oh, j'ai plein d'autres. Vous ne voulez pas être chef d'orchestre ou... J'ai plein d'autres passions. Si je devais faire quelque chose, ce serait sans doute quelque chose qui aurait trait à la montagne. Moi, j'aime beaucoup la montagne. Je passe beaucoup de temps dans les Alpes du Sud. Donc, ça aurait été ça. Mais très honnêtement, ce que je fais aujourd'hui me passionne. Ce que j'ai fait dans ma carrière chez Saint-Gobain m'a passionné. Et ce que j'ai fait encore auparavant, pendant les 10 ans où j'ai travaillé pour le gouvernement, m'a passionné aussi. Donc, je crois que je ne changerai absolument rien. Une carrière, c'est fait de rencontres, de choix qui parfois sont faits un petit peu en fonction de ce qui se passe et des rencontres qu'on fait. Et donc, non, je crois que je ne changerai rien. Vous avez une vie accomplie. Voilà, exactement. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Guillaume Texier. Merci, Olivia. C'est Gaëtan. Merci. Et merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur le Figaro TV ou sur l'application de Figaro.fr. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau numéro d'Esprit d'entreprise.